Le surréalisme, troisième partie. Dans une première vidéo, on avait vu comment le groupe des surréalistes s'est progressivement détaché du mouvement Dada pour créer le surréalisme en tant que tel. Dans le deuxième épisode de cette série, nous avions vu les conditions d'émergence du surréalisme et comment le surréalisme s'est peu à peu pensé en tant que mouvement, en tant que groupe. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons conclure sur le panorama historique du surréalisme en voyant comment le surréalisme s'est pensé comme action jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à sa fin officielle. Dans l'histoire de la construction du surréalisme, la première période est donc celle des rêves. La deuxième période est celle dite résonante, celle où se pose la question de l'action, où le mouvement se pense en tant que surréalisme et à la fois étend son champ d'action et en même temps continue de se penser et de se définir. C'est un mouvement en perpétuelle construction. La question de l'action est au cœur de cette période. Le groupe peut être presque vu comme un groupe de militants. Soupeau s'est peu à peu écarté du groupe jusqu'à être exclu officiellement en 1926, tout comme Antonin Artaud. Les motifs officiels sont leur attitude morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on leur reproche la poursuite isolée de la stupide aventure littéraire. Le surréalisme en tant que groupe s'est beaucoup construit sur l'intransigeance portée par Breton. Intransigeance renforcée par de nouveaux groupes qui se créent sur la place littéraire. On peut citer Document, la revue fondée par Georges Bataille, qui fustige l'idéalisme de Breton. Bataille réunit autour de lui les dissidents du mouvement, comme Desnos, Léris et Boiffard. Et des tensions apparaissent de plus en plus au sujet de l'action politique. Pierre Naville souhaite que les surréalistes s'engagent véritablement dans l'action révolutionnaire, s'engagent par les actes pour le prolétariat, ce qu'ils font déjà dans leur revue, mais cette fois, il faut passer au niveau supérieur à celui de l'action. Or, pour Breton, se tenir en dehors de cette activité politique, c'est avoir la marge de conserver son indépendance et donc de mieux servir la Révolution. Les tensions vont exploser dans ce qu'on appelle la crise de 1929. Le déclencheur de cette crise, c'est le second manifeste du surréalisme, publié en décembre 1929 par Breton. Le but officiel de ce second manifeste est de redéfinir le surréalisme, mais aussi d'essayer de dépasser ses contradictions. Le dogme sur lequel repose le mouvement est celui de la révolte absolue, de l'insoumission totale, du sabotage en règle. Et dans ce second manifeste, Breton n'y va pas de main morte. Déjà, il liquide Baudelaire, Rimbaud et Poe. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a que Lautréamont qui trouve grâce à ses yeux. Mais le plus grave, c'est que ce manifeste fait vraiment office de règlement de compte. On l'a vu, le mouvement a progressivement exclu certaines personnes et certains amis ont questionné le groupe du surréalisme et donc Breton profite de cette occasion pour noir sur blanc fustiger ses anciens amis, critiquer les exclus, tout en utilisant des épithètes assez infâme. Soupeau, Artaud, Limbourg, Masson, Vitrac, Naville, Desnos et Bataille, qui pour le coup n'avaient rien demandé, en prennent tous pour leur grade. C'est d'une violence pas très jolie. Ça fait vraiment étalage de linge sale sur la place littéraire. Sauf que évidemment, Breton écrit ça dans son coin, mais les attaqués vont répliquer, et ils répliquent par un pamphlet qui s'appelle Un cadavre. On voit Breton représenté en Christ aux outrages, les yeux fermés et couronné d'épines. Je pense que la moquerie est assez évidente. Participe à l'écriture de ce pamphlet, évidemment, Bataille, Vitrac, Limbourg, Desnos, Prévert, Léris, Queneau et Lambeau. Et c'est à partir de cette crise de 1929 qui avait quand même pour origine la question de l'action au sein du mouvement surréaliste, que le surréalisme va commencer à s'affaiblir et continuera de s'affaiblir tout au long de son histoire, de ce qu'il reste de son histoire. Mais le mouvement surréaliste trouve un autre ambassadeur, un autre porte-parole, en la personne de Salvador Dalí. Sa personnalité et son activité donnent au mouvement un nouvel élan, complètement différent du premier. N'oublions pas que Dalí a proclamé « le surréalisme, c'est moi ». Dalí apporte au mouvement sa théorie de la paranoïa critique, qui est une réinterprétation des fondements mêmes que le surréalisme s'était donné, à savoir l'automatisme et le rêve. Il transforme la beauté convulsive en beauté comestible. Il parle de lui-même à la troisième personne du singulier, il va même dire que Jésus c'est du fromage. Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à
point, c'est-à-dire qu'il y a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Il a un talent pour se mettre en scène en tant que personnage excentrique, personnage flamboyant, qui va fasciner son époque et continue de nous fasciner encore aujourd'hui. La paranoïa se sert du monde extérieur pour faire valoir l'idée obsédante, avec la troublante particularité de rendre valable la réalité de cette idée pour les autres. La réalité du monde extérieur sert comme illustration et preuve et est mise au service de la réalité de notre esprit. Selon Dali, la paranoïa critique est une méthode spontanée de connaissance irrationnelle, basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes. Je peux mieux appréhender le réel si je laisse venir à moi. Donc la vraie divergence, c'est que pour Dali, le rêve et l'automatisme sont des états passifs. Ce sont justement des appareils enregistreurs. D'autant plus qu'on les isole du monde extérieur, on fait ces séances d'hypnose en chambre. Alors qu'ils doivent être au monde, ils doivent pouvoir justement s'ébattre en toute liberté. La paranoïa n'est pas un refuge, mais une activité systématisée, qui vise à une intrusion scandaleuse dans le monde, dans les désirs de l'homme, de tous les désirs de tous les hommes. Et il est intéressant de constater, de manière concomitante avec l'arrivée de Dali dans le mouvement, le glissement progressif de la production surréaliste vers les arts visuels. La peinture, la sculpture, les objets, le cinéma même. Il y a 2 films à proprement parler surréalistes de Dali et Buñuel, qui sont L'Âge d'or et Le Chien andalou. La projection de L'Âge d'or donne lieu à de violents affrontements. Le centre de gravité du surréalisme se déplace progressivement, et cela tient en partie au fait que les peintres ont été moins impliqués dans les querelles qui ont traversé le mouvement. Et c'est aussi dans la peinture que les apports sont les plus nombreux et les plus riches, avec Dali, Magritte, Giacometti. Le seul poète qui fasse vraiment contrepoids, c'est René Char. En tout cas, Dali finira par être officiellement exclu du mouvement, d'une part à cause de sa personnalité et sans doute parce que Breton voyait plutôt d'un mauvais œil l'arrivée de Dali, et d'autre part à cause de sa fascination pour les fascistes comme Hitler et Mussolini. Breton, de son côté, cherche à élargir la portée théorique du surréalisme. Il lit beaucoup de philosophie, il lit Hegel, il lit Engels, il lit aussi beaucoup Karl Marx, et il va produire des concepts théoriques clés, comme l'amour fou, l'humour noir, le hasard objectif. Le concept de l'humour noir, en tout cas, c'est une trouvaille qu'on doit à Breton, et tout ça permet de réinvestir l'expérience commune du groupe surréaliste. Et puis Breton est pas mal occupé parce que le mouvement surréaliste s'internationalise de plus en plus. Il y a le groupe des surréalistes belges qui a son histoire et sa trajectoire propre, mais il y a aussi les surréalistes en Angleterre, au Japon, plein d'endroits en fait. Là j'en cite 2, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup. Breton enchaîne les conférences un peu partout dans le monde et en 1838, il va même jusqu'à donner la conférence internationale sur le surréalisme. Et en 1839, le mouvement est consacré avec l'exposition internationale du surréalisme. La rupture entre Breton et Aragon, qui sont quand même les 2 piliers du mouvement, on parle beaucoup de Breton, mais Aragon était au moins aussi important que Breton dans le mouvement, même s'il l'a un peu moins théorisé. Donc en 1932, la rupture est consommée. Et Aragon quitte le mouvement. En fait, Aragon et Breton voulaient tous les 2 mettre le surréalisme au service du communisme, mais n'étaient pas d'accord sur les moyens de parvenir à cette fin. Et donc à partir de 1932, le groupe n'appartient plus qu'à Breton, j'ai envie de dire. C'est vraiment le seul garant, le porte-parole du mouvement. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque et pendant longtemps, le communisme était vu comme le moyen de contestation privilégié des intellectuels, mais pas que. Mais ce rapprochement entre surréalisme et communisme ne plaît pas à tout le monde, donc Buñuel, Char et Tzara vont reprendre leur distance avec le mouvement. Le surréalisme a toujours été un mouvement très engagé, que ce soit contre le colonialisme, contre l'idée de nation, de patrie, contre le capitalisme et contre ses institutions politiciennes. Donc ce rapprochement avec le Parti communiste est dans la droite lignée de ses combats et de ses engagements. Sauf que, en 1933, qui se fait exclure du Parti communiste? Éluard, Breton et Crevel. Ça ne les empêche pas de continuer à revendiquer une action collective au nom des valeurs communistes. Cette volonté de révolution sociétale, notamment, est très marquée, c'est un marqueur très fort de la deuxième partie du mouvement, donc à partir de 1925. Sauf que les années ont passé, et nous voilà à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'heure de la mobilisation. Que deviennent les surréalistes avec l'entrée en guerre?
Perret est emprisonné et finit par s'enfuir au Mexique. Aragon est incorporé en 1940 comme médecin auxiliaire sur les lignes de front. Il sera d'ailleurs décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire pour son courage. Breton s'enfuit aux États-Unis, tout comme Masson. Soupeau et sa femme, tous les deux journalistes, documentent tout ce qu'ils peuvent en Europe. Ils sont activement recherchés par le gouvernement Pétain. Soupeau sera emprisonné pendant 6 mois, mais il parviendra à s'enfuir à Tunis. Il travaillera pour le gouvernement de Charles de Gaulle dès 1943. Desnos est mobilisé et rejoint le réseau de résistance Agir très vite. En 1943, il est arrêté par la Gestapo et envoyé à Buchenwald. Il meurt juste après la libération, dans un camp de Tchécoslovaquie. Un médecin qui connaissait ses poèmes a reconnu son nom sur des papiers, sur des listes, et l'a cherché partout. Il créait Desnos dans l'ensemble du camp, et ce à quoi Desnos, très faible, déjà rongé par la maladie, a répondu « C'est moi, Desnos, le poète ». Il était trop malade et n'a pas survécu. Le surréalisme conserve un écho dans la France occupée, avec notamment une brochure qui s'intitule « Le surréalisme encore et toujours », mais à la Libération, les choses ont énormément changé. Breton revient en France en 1946, Aragon, Éluard, Tzara et Vaillant tiennent le comité des écrivains du Parti communiste. La génération d'après-guerre est celle de Sartre, qui connaît un triomphe public. Et le climat est assez étrange parce que personne n'est plus surréaliste, mais tout le monde l'a été, au moins à un moment ou à un autre. On va donc dire que le surréalisme est un brillant fantôme, un adjectif, et Sartre plante le dernier coup de marteau en disant « Le surréalisme n'a plus rien à nous dire ». Mais Breton ne lâche rien et va maintenir le mouvement en éveil jusqu'à sa mort en 1966. Il est suivi par un groupe de jeunes poètes très actifs. Il documente tout, il réédite les textes fondateurs, il met au point une nouvelle version de Nadja et il ouvre ses archives à la recherche universitaire. Très important. Sans doute un élément déterminant dans la place du surréalisme aujourd'hui. Ce n'est que 3 ans après sa mort, en 1969, que Jean Schuster prononce officiellement la dissolution du groupe surréaliste. Le surréalisme est mort, vive le surréalisme. Le surréalisme, c'est bien plus qu'un mouvement littéraire, et on aurait tort de n'y voir que l'ensemble des œuvres produites dans le cadre de ce mouvement. Le surréalisme a contribué à une nouvelle version de l'homme, à repousser les limites de l'inconscient, mais aussi celles de la création. Et ce mouvement ne se fait pas en vain. Si on cherche à plier le monde au désir de l'homme, ce n'est que pour mieux transformer objectivement ce monde. Le surréalisme n'a jamais été en dehors du monde. Au contraire, le poète était le premier sur Terre dans le quotidien. Et cela aussi a contribué à faire évoluer la vision de l'artiste. Et le surréalisme, c'est avant tout un état d'esprit, une manière d'être au monde. C'est un mouvement qui s'est avant tout pensé comme un groupe, autour de personnalités fortes, celles de Breton et Aragon. Il faut différencier les œuvres individuelles des surréalistes pendant le temps de vie du mouvement, des créations collectives. C'est un mouvement qui a été dans tous les arts, qui a été dans l'exploration continuelle et perpétuelle. Dernière chose pour conclure, c'est un mouvement parisien, très parisien, mais qui s'est énormément internationalisé. Peu de mouvements continuent à exister dans l'inconscient collectif, comme le surréalisme, qui est source encore aujourd'hui d'inspiration. Voilà, l'histoire du surréalisme, c'est terminé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai très probablement des concepts. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Non, en plus, je suis contente parce que vous êtes... Ma vidéo sur le surréalisme, enfin, en tout cas, la première, c'est la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne. C'est cool, hein? Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça cool. Vous, je sais pas, mais voilà. Bon, bah, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Parce que Jésus, c'est du fromage.